السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أواصل قراءة هذا الكتاب لونفون. إن شاء الله هاد الليلة هذه وهاد التقصيرة والسهرة هي سهرة قرائية نكملوا فيها إن شاء الله هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. إذن وصلت إلى الصفحة 70. شابيتر ان نوفو شابيتر اللي هو مارشي المشي مارشي. Renoncer à ses propres besoins et répondre à ceux de l'être en voie de formation, telle est la ligne de conduite qui devrait être celle de l'adulte. Les animaux supérieurs s'adaptent d'instinct aux conditions de leurs petits. Quand un jeune éléphant est conduit par sa mère dans le groupe des adultes, la grande masse des pachydermes ralentit sa marche pour permettre au petit de s'incorporer, et quand celui-ci est fatigué et qu'il s'arrête, tout le monde s'arrête. Le sentiment d'un semblable sacrifice n'a pas encore pénétré dans notre forme de civilisation. J'observais un jour un Japonais qui emmenait promener son enfant d'un an et demi à 2 ans. Tout à coup, le petit, s'arrêtant, entoura de ses bras une jambe de son père. Celui-ci s'arrêta aussitôt devant l'enfant, qui se mit à tourner en rond autour de la jambe choisie pour son jeu. Quand l'enfant eut terminé son exercice, il recommença lentement sa promenade. Au bout d'un instant, le petit s'assit sur le bord du trottoir. Le père s'arrêta à côté de lui. Sa physionomie était sérieuse et naturelle. Il n'en faisait rien là d'exceptionnel. C'était tout simplement un papa qui promenait son enfant. C'est ainsi que devrait se comprendre la promenade. Pour rendre possible au petit enfant cet exercice essentiel qui est la marche, à une époque de sa vie où l'organisme doit coordonner tant d'efforts pour établir l'équilibre de l'individu. Bien que l'homme ait le corps formé de parties correspondantes à celles du corps de mammifère, il lui faut marcher au moyen de 2 membres au lieu de 4. Le singe lui-même a les membres supérieurs très longs, et il peut donc s'aider de ses mains pour marcher. L'homme est le seul individu qui confie à 2 membres seulement son équilibre. Les mammifères marchent en levant à la fois 2 membres dans le sens de la diagonale, de sorte qu'il reste toujours 2 appuis à leur corps. Mais l'homme qui marche alterne son appui sur un pied seulement. Cette difficulté est résolue pour la nature à l'aide de l'instinct et de l'effort individuel. Pour que l'enfant perfectionne sa marche, il lui faut marcher. Son premier pas, cet événement, salué joyeusement par la famille, est précisément une conquête de la nature. Il consigne le passage de la première année d'existence à la deuxième. C'est pour ainsi dire la naissance de l'homme actif qui se substitue à l'homme inerte. C'est pour l'enfant le début d'une vie nouvelle. La physiologie a considéré l'établissement de cette fonction comme un critérium de développement. Mais par la suite, c'est l'exercice de l'enfant qui entre en jeu. La conquête de l'équilibre et de la sécurité de la marche est due à de longs exercices et par conséquent à l'effort individuel. On sait que l'enfant se met à marcher avec un élan irrésistible et courageux. Il avance, c'est témérité, c'est un véritable soldat qui s'élance à l'assaut, insouciant des risques. C'est bien pour cela que l'adulte l'entoure de protection. C'est bien
que cela que l'adulte l'entoure des protections qui sont des obstacles. Il essaye de le tenir à l'abri dans un parc à enfants, ou bien il l'enferme dans une petite voiture, alors même que ses jambes sont devenues robustes depuis longtemps. Or, à la promenade, c'est encore l'enfant qui doit s'adapter à l'adulte. Il a des jambes plus courtes, moins de résistance aux longues marches. L'adulte ne renonce pas à son propre rythme, même quand cet adulte est une nurse, c'est-à-dire une spécialiste exclusivement consacrée aux soins d'un petit enfant. La nurse va de son pas vers l'endroit qu'elle a choisi pour se promener, poussant la petite voiture dans laquelle l'enfant a petit à petit pris la fonction des fruits qu'on apporte au marché sur la charrette. Ce n'est qu'arrivé à son but, par exemple dans un beau parc, qu'elle s'assiera, sortira l'enfant de la voiture et qu'elle le laissera se promener auprès d'elle. Dans tout ce comportement, le seul objectif est le corps de l'enfant. La vie végétative l'abri contre le danger extérieur, mais aucun des besoins les plus essentiels, les besoins de construction, de la vie, de relation, n'est envisagé. L'enfant de 18 mois à 2 ans est capable de parcourir 10 km. Il peut franchir des passages difficiles, monter des escaliers, seulement il marche avec un but différent du nôtre. Nous cheminons pour atteindre un but extérieur. Nous allons droit à ce but, l'enfant, lui, marche pour élaborer ses propres fonctions. Son but est donc de se créer lui-même. Il est lent, son rythme n'est pas encore établi, mais les choses qui l'entourent l'attirent. L'aide que devrait apporter l'adulte serait à ce moment de renoncer à son propre rythme, à ses propres buts. J'ai connu à Naples une famille dont le dernier né avait 18 mois. La route par laquelle l'été, ces personnes se rendaient à la mer était longue, de plus d'un kilomètre, et impraticable aux voitures. Les jeunes parents qui voulaient emmener le petit avec eux l'aidaient dans cette promenade par le rythme de leur propre marche. L'enfant s'arrêtait à quelques fleurs, s'essayait sur l'herbe, d'après regardait quelque animal. Un jour, il resta près d'un quart d'heure, intéressé par un âne qui paissait, et ainsi à chaque jour, l'enfant descendait et remontait sans fatigue ce chemin lent et difficile. Même à ce propos, certaines mères parlent de caprices. Une dame m'interrogea un jour sur les caprices d'une petite fille. Cet enfant, qui marchait à peine, criait en voyant l'escalier et avait de véritables accès de rage quand on la promenait dans les bras pour descendre. Quand on la prenait dans les bras pour descendre. Cette dame se demandait si elle n'avait pas mal observé parce qu'il lui semblait illogique que son enfant s'agitât et pleura précisément en traversant un escalier. Elle pensait qu'il y avait là une simple coïncidence. Or, il était clair que l'enfant désirait descendre et montrer l'escalier toute seule. Ce chemin, attrayant, plein de points d'appui et de sièges, la séduisait évidemment plus que les herbes hautes des prairies dans lesquelles ses petits pieds enfonçaient et où ses mains ne trouvaient aucun appui. Mais les prairies étaient les seuls endroits permis à l'enfant pour ses évolutions, quand elle n'était ni sur les bras ni dans sa petite voiture. Un escalier en plein air est un lieu de délice pour les enfants qui montent, descendent, s'asseyent, se relèvent, se laissent glisser. La capacité d'un enfant des rues à se mouvoir à travers les obstacles, à éviter des dangers, à courir, voire à se cramponner au véhicule en mouvement, dénote un potentiel bien éloigné de l'inertie peureuse et en fin de compte
paresseuse d'enfants preuve les enfants des classes élevées. Aucune classe sociale n'a aidé ces enfants dans leur développement. Les uns restent abandonnés dans l'ambiance inadaptée et pleine de périls de l'adulte. Les autres ont été réprimés pour être soustraits à cette ambiance dangereuse. Ils ont été relégués auprès d'obstacles protecteurs. L'enfant, ce grand lutteur pour la conservation de la race, est semblable au Messie de qui les prophètes disaient qu'il n'avait pas un endroit où poser sa tête ni où conduire ses pas. La main, Aliette. Un nouveau chapitre. Il est curieux de constater que les deux grandes étapes considérées par la physiologie comme les critères du développement normal de l'enfant sont basées sur le mouvement, ce sont la marche et la parole. La science a donc considéré ces deux fonctions motrices comme une espèce d'horoscope où se lit l'avenir de l'homme. Ces deux manifestations signalent en effet sa première victoire sur ses instruments d'expression et d'activité. Si le langage est une des caractéristiques de l'homme, étant l'expression de sa pensée, la marche, elle est commune à tous les animaux. Et bien que le déplacement du corps dans l'espace ait chez l'homme une valeur telle qu'il lui permet d'envahir la terre entière, la marche n'est pas le mouvement qui caractérise l'être intelligent. L'organe moteur qui caractérise l'homme, c'est la main, au service de l'intelligence, pour la réalisation du travail. La présence de l'homme aux époques préhistoriques est révélée par les pierres fondues qui constituaient son premier instrument de travail. Elles accusent une voie nouvelle dans l'histoire biologique des êtres vivants sur notre planète. Le langage humain devient un document du passé quand il est enregistré par un travail de la main sur la pierre. Une des caractéristiques de l'homme est la liberté de sa main, la possibilité pour ses membres supérieurs de se livrer à des gestes qui ne sont plus ceux du simple déplacement dans l'espace, mais qui les transforment en organes exécutifs de l'intelligence. Dans l'intelligence, dans l'évolution des êtres vivants, l'homme se met dans une position nouvelle et démontre l'unité fonctionnelle du psychique et du mouvement. La main est cet organe dont la structure fine et compliquée permet à l'intelligence de se manifester à l'homme, de prendre possession de l'ambiance, de la transformer et, guidée par l'intelligence, d'accomplir sa mission dans le cadre de l'univers. Il serait donc logique, pour juger du développement psychique de l'enfant, de considérer dès son apparition l'expression de son mouvement intellectuel, c'est-à-dire le langage et l'activité de sa main qui aspire au travail. L'homme, guidé par un instinct subconscient, allie ces deux manifestations motrices de l'intelligence, ces deux caractères propres et exclusifs au genre humain. Quand deux êtres se marient, ils échangent leurs paroles et unissent leurs mains. Quand on promet le mariage, on donne sa parole. Quand on demande quelqu'un en mariage, on demande sa main. Quoi donc de plus sacré et de plus merveilleux que le développement chez l'enfant de ce mouvement humain? C'est dans une attente solennelle que le premier mouvement de cette petite main vers les objets extérieurs devrait être accueilli. L'effort que représente l'élan de l'enfant pour pénétrer dans le monde devrait remplir l'adulte d'admiration. Or, l'homme a peur de ses petites mains, tendues vers les objets sans valeur, sans importance, qui l'entourent. Et ce sont ces objets qu'il s'attache à défendre contre l'enfant. Son souci est de répéter « ne touche pas », comme il répète « ne bouge pas » ou « tais-toi ». Et dans ce souci, une défense s'organise. Il réclame dans les ténèbres de son subconscient l'aide des autres hommes, comme s'il lui fallait lutter contre une puissance qui attaque son bien-être et sa propriété. Pour voir et pour entendre, c'est-à-dire
pour recueillir du milieu les éléments nécessaires à la construction mentale, il faut bien que ces éléments existent. Quand il se meut pour construire, se servant de ses mains pour travailler, l'enfant a besoin des objets extérieurs. Il faut bien qu'il trouve dans l'ambiance des motifs d'activité, mais dans sa famille, on ne prend pas ce besoin en considération. Tous les objets qui entourent l'enfant sont la propriété de l'adulte. Ces objets qui lui sont interdits et sont tabous, une simple défense de toucher résout le problème vital du développement de l'enfant. Si celui-ci réussit à s'emparer de ce qui lui tombe sous la main, c'est à l'égal d'un petit chien affamé qui trouve un os et qui s'en va le ronger dans un coin. Or, l'enfant ne se meut pas au hasard, il cherche à organiser ses mouvements en obéissant aux impulsions qui lui viennent de l'intérieur. C'est ce moi intérieur qui établit l'unité entre la psyché naissante et les organes d'expression au prix de continuelles expériences. L'important est donc que l'enfant choisisse et exécute lui-même ses gestes en toute spontanéité. Ces mouvements constructeurs ont des caractères bien déterminés et il n'est pas question d'impulsion désordonnée ou étourdie. Il ne s'agit pas de courir, de sauter, de manier des objets au hasard. Semant le désordre et la destruction, le mouvement constructeur prend la forme d'action que l'enfant a vu accomplir par les adultes. Ces activités sont donc en liaison avec les usages des différents milieux familiaux et sociaux dans lesquels il vit. L'enfant voudra épousseter ou laver la vaisselle ou le linge, transvaser de l'eau ou bien se laver, se peigner, s'habiller, etc. Comme c'est là un phénomène universel. On l'appelle imitation et on dit que l'enfant fait ce qu'il a vu faire. Une telle interprétation n'est pas exacte. Cette imitation est bien différente de celle immédiate du singe. Par exemple, les mouvements constructeurs de l'enfant sont dictés par son psychique. Ils sont établis sur une connaissance. La vie psychique doit diriger préexiste toujours sur les mouvements qui sont attachés. Quand un enfant veut se mouvoir, il sait d'avance ce qu'il veut faire et ce qu'il veut faire, il l'a déjà vu faire. La même observation s'adresse au développement du langage. L'enfant adopte le langage qu'il entend autour de lui. Quand il prononce un mot, c'est qu'il l'a appris en l'entendant et qu'il l'a retenu. Mais il s'en sert selon son propre besoin du moment. Cette connaissance de mots et l'usage qu'il en fait, ce n'est pas de l'imitation au sens du perroquet parlant, c'est une observation immagasinée, une connaissance acquise. La mise en service de cette connaissance est un acte indépendant. Cette différence capitale doit donner des activités enfantines une compréhension plus exacte. Avant même que l'enfant ne réussisse à exécuter des actions clairement logiques comme celles qu'il a vues accomplir par des adultes, il commence par agir avec des buts à lui, employant les objets de façon souvent inintelligible pour nous, et cela le plus souvent entre 18 mois et 3 ans. J'ai vu un enfant d'1 an et demi qui, ayant trouvé chez lui une pile de serviettes bien repassées et bien rangées, les unes au-dessus des autres, avait pris une de ces serviettes et la se tenant bien soigneusement par en dessous pour qu'elle ne se dépliât pas, la transporter dans le coin de la pièce le plus éloigné en diagonale et la déposait par terre en disant 1. Il retournait ensuite en arrière, marchant dans cette
même direction en diagonale, guidé par une sensibilité qui l'orientait. De retour dans son premier coin, il prenait une autre serviette de la même manière, la transportait le long du même chemin et la déposant sur celle qu'il avait déjà posée par terre, répétait le même mot un. Et il continuait ainsi jusqu'à ce qu'il eût transporté toutes les serviettes. Et puis par une manœuvre analogue, il les rapportait toutes à la même place. Bien que la pile de serviettes ne fût plus dans la position parfaite dans laquelle l'avait laissée la femme de chambre, elle restait pourtant dans un ordre honorable. Par bonheur, personne de la famille n'avait assisté à cette longue manœuvre. Que, doit, que, que de fois les petits-enfants voient arriver un adulte qui leur crie « Arrête, arrête, laisse cela tranquille ». Que de fois ces vénérables petites mains sont battues pour apprendre à ne toucher à rien. Un autre travail fascinant pour les enfants est d'enlever et de remettre le bouchon d'une bouteille, surtout s'il est en cristal taillé, parce qu'alors il a des couleurs irisées, ou bien de se lever et de rabattre le couvercle d'un encrier ou d'une boîte, ou bien encore d'ouvrir et de fermer la porte d'une armoire. On conçoit que la guerre éclate au sujet de ces objets, convoités par les enfants, mais éminemment tabous. La réaction capricieuse surgit alors, mais ce n'est ni ce flacon, ni cet encrier que voudrait s'approprier l'enfant. Il se satisferait parfaitement de l'objet fait pour lui et qui lui permettrait d'exercer les mêmes mouvements, ces gestes et d'autres du même genre semblent n'avoir aucun but logique, mais ils peuvent être considérés comme le premier balbutiement de l'homme travailleur. C'est à cette période de préparation que sont destinés quelques-uns des objets de notre matériel tels que les encadrements solides qui ont obtenu un succès universel. On admet facilement qu'il faut laisser agir l'enfant, mais la pratique rencontre des obstacles complexes et profondément enracinés. Tout en voulant laisser à l'enfant la liberté de toucher et déposter les objets, l'adulte ne peut résister à ses propres impulsions qui aboutissent à de la domination. Une jeune américaine essayait de mettre ses idées en pratique pour élever son enfant de 2 ans et demi. Elle le vit un jour qui transportait sans raison un broc plein d'eau de sa chambre dans le salon. Elle l'observa, il était entendu par l'effort et se répétait continuellement à lui-même « Be careful », fais attention. Le broc était lourd et au bout d'un instant, la maman ne put résister au désir d'aider le petit. Et prenant le broc des mains, elle déposa celui-ci à l'endroit où l'enfant allait la porter. Vexé, il se mit à pleurer et la maman, désolée d'avoir peiné son enfant, le justifia auprès de lui en disant qu'elle connaissait elle aussi la nécessité qui le poussait. Elle avait seulement voulu exécuter rapidement ce qui lui causait une telle fatigue et lui faisait perdre tant de temps. Je me rends compte que j'ai fait une faute, me dit cette dame en me demandant anxieusement conseil, comme s'il s'agissait d'une maladie dont elle n'arrivait pas à se guérir. J'eus recours à l'autre aspect de la question, à ce sentiment de défense des objets qui se pourrait appeler l'avarice envers l'enfant, et je lui ai dit « Avez-vous un service de porcelaine fine, des tasses de valeur ? Faites transporter un de ces objets légers à votre enfant et observez ce qui se passe. » La dame suivit mon conseil et me raconta par la suite que son enfant avait transporté soigneusement ces petites tasses, s'arrêtant à chaque pas et les laissant sauves à destination. La maman était partagée entre la joie de voir travailler son petit garçon et le souci qu'elle avait de ses tasses. Mais elle laissa faire l'enfant, celui-ci put accomplir ce travail qui le passionnait et auquel était lié à sa santé psychique. Un autre jour, je mis un essuie-meuble
Un autre jour, je mis un essuie-meuble entre les mains d'une enfant d'un an et demi, et ce fut pour elle la source d'un travail charmant. Tout en restant assise, elle époussetait tous les objets brillants, mais il y avait chez sa mère une espèce d'obstacle qui ne la laissait pas confier à son enfant un objet si contraire au principe de l'hygiène. La première manifestation de l'instinct de travail chez l'enfant est le phénomène le plus bouleversant pour l'adulte qui a saisi son importance. Celui-ci comprend qu'une immense renonciation s'impose à lui, qu'il s'agit d'une véritable mortification de sa personnalité, d'une transformation de son ambiance. Or, tout cela est incompatible avec son activité sociale. L'enfant n'a pas sa place dans notre société, mais, lui en interdire l'accès sans plus, comme on le fait aujourd'hui, équivaut à réprimer sa croissance, à le condamner ou au mutisme. La solution de ce conflit se trouve dans la préparation du milieu. Il faut savoir accueillir les manifestations supérieures de l'enfant. Quand il prononce son premier mot, il n'est pas nécessaire de rien préparer pour lui, et son balbutiement entre dans la maison comme un bruit dont on est heureux. Mais le travail de sa petite main, cet autre balbutiement, réclame des motifs d'activité sous forme d'objets qui y correspondent. On voit alors de petits enfants accomplir des actions qui réclament un effort impressionnant, un effort que l'on croirait impossible matériellement. En écrivant cela, j'ai sous les yeux la photographie d'une toute petite Anglaise qui transporte un de ses pains en forme de prisme, comme on en voit couramment en Angleterre, si grand que les deux bras de la petite fille ne suffisent pas à le soutenir et que, l'appuyant contre son corps, elle est forcée de s'arc-bouter en arrière et ne peut voir où poser ses pieds. On perçoit sur la photographie l'émotion du chien qui l'accompagne sans la perdre de vue, tendu, prêt à s'élancer pour l'aider. Plus loin, on voit des adultes faire effort pour ne pas courir à l'enfant et lui prendre le pain des bras. Il arrive à de tout petits enfants de déployer une habileté, une exactitude si précoce que nous en restons tout surpris.